Salut! Mon nouveau livre sur la mécanique quantique est paru. Le voici. En fait, il s'agit d'un ouvrage en 3 volumes sur la mécanique quantique. Voici le premier volume qui est déjà disponible. Sur cette image, vous pouvez voir l'ouvrage complet. Je suis extrêmement satisfait, heureux du résultat, car j'ai moi-même beaucoup appris pendant la rédaction du livre et heureux de pouvoir vous offrir le fruit de mon travail. Chaque volume est indépendant, de sorte que vous pouvez décider en toute liberté de ne lire qu'un seul volume ou de poursuivre avec les autres. Une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que vous avez les 3 volumes, le dos des livres compose la lettre psi. Le symbole psi est la lettre grecque que Schrödinger a proposée en 1926 pour représenter les atomes, les particules élémentaires et les systèmes microscopiques en général. C'est probablement le symbole par excellence de la mécanique quantique. Les étudiants de Schrödinger ont même composé un poème sur le psi de Schrödinger, car personne ne savait exactement ce qu'il représentait. S'agissait-il de quelque chose de réel ou simplement d'un outil mathématique? Je vais vous lire ma traduction du poème en français, située à la page 221. Le prix Nobel Félix Bloch raconte: lors d'un cours de l'été 1926, le jeune professeur Eric Huckel nous a aidés, nous les étudiants, à composer un petit poème sur la fonction d'onde de Schrödinger. Voici la version en français. Erwin, avec son psi, peut bien faire des calculs sans aucun frein. Mais une chose reste incertaine. Quel mystère dans le psi s'enchaîne? De quoi parle le premier volume? C'est ici que commence le voyage dans le monde quantique, car il s'agit d'un véritable voyage, tel Alice au pays des merveilles qui descend dans le terrier du lapin et émerge dans un monde régi par des règles bizarres. La communauté scientifique s'est retrouvée au début du XXe siècle à explorer un monde nouveau et surprenant. Je vous emmène dans le monde peu connu de la mécanique quantique, dont je raconte la physique, l'histoire et la philosophie, avec le souci du détail et sans craindre d'aller au cœur des concepts. Bref, un exposé rigoureux tout en conservant un langage accessible à tous. Le livre contient aussi 69 figures et diagrammes dessinés par moi-même, comme celui-ci. Le livre commence avec Einstein et Planck qui ont découvert et ouvert la porte du monde quantique pour aller jusqu'au développement de la mécanique quantique par Heisenberg et Schrödinger, respectivement en 1925 et 1926, et jusqu'au célèbre principe d'indétermination de Heisenberg en 1927. Au cours de ce voyage, nous suivrons Bohr, Heisenberg, Born, Noether et d'autres grands noms de la mécanique quantique dans leur recherche du sens profond de la réalité. C'est ce que l'on appelle la première révolution quantique, celle qui a conduit au développement d'un outil formel permettant de comprendre le monde microscopique, d'effectuer des calculs précis et de prédire ou d'expliquer les résultats des expériences. C'est la mécanique quantique que l'on utilise aujourd'hui. Si je devais souligner 2 points forts de ce livre, je dirais que tout d'abord, il ne s'agit pas seulement d'un livre de physique, mais il combine et fusionne la physique avec l'histoire et la philosophie. Vous ne pouvez absolument pas comprendre l'évolution de la science sans philosophie et sans la replacer dans son contexte historique. J'ai donc accordé de l'espace à ces aspects, ainsi qu'au côté humain de ceux qui ont développé la mécanique quantique. J'ai beaucoup appris en écrivant ce livre. Je vais vous lire quelques phrases de Heisenberg, qui en 1926 se trouve à Copenhague, où Niels Bohr a invité Schrödinger à discuter de sa toute récente mécanique ondulatoire. La mécanique quantique de Heisenberg et celle de Schrödinger semblaient opposées l'une à l'autre, mais elles avaient aussi beaucoup en commun, et l'on voulait comprendre celle qui était correcte. Heisenberg raconte: immédiatement après ma rencontre avec Schrödinger, Bohr l'a invité à Copenhague et lui a demandé non seulement de nous parler de la mécanique ondulatoire, mais aussi de rester à Copenhague suffisamment longtemps pour que nous puissions discuter ensemble de l'interprétation de la théorie quantique. Bohr insistait, ne montrant aucun signe d'abandon, même après des heures de discussion épuisantes avec Schrödinger.
C'est probablement à cause du stress qu'au bout de quelques jours, Schrödinger est tombé malade et a dû rester au lit. Il était invité dans la maison de Bohr et même dans son état. Il était impossible d'éloigner Bohr du lit de Schrödinger et on pouvait entendre la phrase suivante répétée à l'infini. Mais Schrödinger, tu dois au moins admettre que jusqu'au jour où Schrödinger explose, désespéré. Si nous devons continuer, dit Schrödinger, avec ce maudit saut quantique, alors je regrette d'avoir commencé à travailler sur la théorie atomique. Un autre point fort du livre, à mon avis, est qu'il raconte comment les choses se sont réellement passées, même là où nous rejetons généralement la question en quelques lignes, en déformant l'histoire. Je vous donne un exemple. À l'université, on m'a enseigné la version suivante, erronée, de la découverte d'Einstein en 1905. Mauvaise version de l'histoire. En 1905, Einstein s'est rendu compte que la seule façon d'expliquer ce que l'on appelle l'effet photoélectrique était de considérer la lumière comme composée de photons, des paquets d'énergie. La confirmation expérimentale de l'effet photoélectrique n'a pas tardé à arriver, établissant l'existence des photons. Einstein a finalement reçu le prix Nobel en 1921 pour cette découverte. Rien de plus faux, et dans le chapitre 5 du livre, j'explique comment les choses se sont vraiment passées. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, il a fallu 18 ans à la communauté scientifique pour accepter le fait que la lumière se comporte parfois comme un essaim des particules, comme un essaim des photons. En fait, lorsque Arthur Compton a présenté les données définitives en 1923, 18 ans après la proposition d'Einstein, il a déclaré « Lorsque j'ai présenté mes résultats à la réunion de la Société américaine de physique en 1923, il a eu la controverse scientifique la plus intense et la plus passionnée que j'ai jamais vue. En d'autres termes, la discussion a été intense et passionnée parce que beaucoup niaient encore la réalité des photons en 1923. Je dois admettre que j'ai été choqué de réaliser que de nombreuses choses que l'on m'avait enseignées étaient en fait des revirements de l'histoire. Je suis heureux d'avoir creusé en profondeur en écrivant ce livre. Cela m'a beaucoup fait mûrir. Donc, en conclusion, ce premier volume sur la mécanique quantique qui nous ramène à Heisenberg et Schrödinger en 1927 répond à de nombreuses questions, comme la Lune existe-t-elle alors que je ne l'observe pas? Un électron est-il nulle part avant que je ne l'observe? Qu'est-ce que la quantification spatiale? Quelle est la signification profonde du principe d'indétermination de Heisenberg et de l'interprétation statistique de Born? Le monde est-il basé sur des lois probabilistes? Est-il vrai que Dieu ne joue pas au dé? Qu'est-ce que l'antiréalisme auquel croient de nombreux physiciens et physiciennes aujourd'hui? Et qu'est-ce que le réalisme défendu avec tant de ténacité par Einstein et Schrödinger? Et comment Planck s'est-il retrouvé dans le monde quantique? Ce livre répond à ces questions et à bien d'autres encore. Si vous voulez tout savoir sur la mécanique quantique, ce livre est fait pour vous. Je vous laisse un lien vers le livre dans la description. Bonne lecture et bon voyage dans le monde quantique.